D'accord. Donc, bienvenue à ce deuxième cours qui va porter sur la notion de réseau informatique. Et ce sera une bonne chose de savoir parce que nous utilisons le réseau informatique pour différentes choses, qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas. On est utilisateur de cette infrastructure ou de cette organisation, de cette architecture. Donc, en tant que résident, ce sera bon aussi pour vous de connaître 2-3 notions sur le réseau informatique. Ça peut être utile si vous serez en contexte, un lieu de travail, de savoir au moins identifier peut-être 2-3 soucis ou alors de suggérer 2-3 choses. Ça a son intérêt. Donc, on va tenter de définir la notion de réseau. On va voir ensemble quels sont les intérêts d'un réseau, parcourir les topologies qui sont en fait les représentations spatiales. Parler aussi de l'architecture réseau qui est la chose la plus intéressante pour moi dans ce cours, c'est que vous vous intéressez bien sûr, et aborder un peu les familles de réseaux. Le terme réseau, du latin retis, ou en anglais network, c'est un ensemble d'objets en fait qui sont interliés, interconnectés. Et cette interconnexion va donc permettre à ce que des éléments circulent entre les différents acteurs ou chacun des objets qui sont dans ce réseau-là et qui vont respecter forcément un certain nombre de règles pour le fonctionnement. C'est pour cela qu'on arrive à identifier beaucoup de réseaux ou différents types de réseaux, à commencer par exemple par un réseau de transport qui peut être compris comme étant un ensemble d'infrastructures et de dispositions qui va donc permettre de transporter des personnes et aussi leurs biens, bien entendu, entre plusieurs zones géographiques. Quand je prends la Sotrama au Raïda avec mon bagage, je vais à Medina Kouwa, je fais une escale, je prends un autre bus, je vais à Volkasomourou. Et donc, je suis tout un itinéraire, tout un parcours, les routes, les objets, les véhicules. Je suis transporté de même que mes biens. Donc, ça, c'est un réseau de transport. Ça peut s'appliquer au réseau de transport par la voie routière, la voie maritime, etc. Donc, peu importe. On a aussi à côté le réseau téléphonique qui est, lui, un ensemble d'infrastructures qui va permettre donc de faire circuler cette fois-ci non pas les hommes et leurs biens, mais plutôt la voie entre plusieurs postes téléphoniques. Donc, je prends mon téléphone depuis Ségué, j'appelle à Bamako ou Bankoni. Donc, j'utilise l'infrastructure de la téléphonie jusqu'à faire transporter ma voix à des kilomètres de distance ou à des milliers de distance pour être entendue. Il y a aussi le réseau de neurones, bien entendu, qui est un ensemble de neurones, donc de cellules nerveuses qui sont interconnectées. Et quand on prend l'illustration du cerveau humain, par exemple, qui est une jolie illustration, là aussi, on peut parler de réseau du moment où l'influx est transmis d'un neurone à un autre via les axones, etc. Pour finir finalement à ce qui nous intéresse, le réseau informatique, qui est là compris comme étant un ensemble d'ordinateurs qui est relié entre eux grâce à des lignes physiques et qui échangent de l'information sous forme de données binaires, donc le 0 et le 1, ou encore de données numériques. Donc, c'est cette dernière définition qui nous intéresse, nous, et qui est bien entendu dans la continuité des réseaux du moment où il y a un ensemble d'éléments qui vont échanger des choses, des informations, en respectant certaines normes. Donc, c'est comme ça. Si je prends le cas du transport, une des règles que je dois respecter, c'est que je dois payer mon transport. Je dois occuper une place. Si je dois arriver à l'arrêt de bus, je dois descendre. Donc, ça, c'est des règles que je dois respecter. En informatique aussi, il y a des règles qui sont respectées pour que l'information électronique puisse être échangée, et cela correctement dans les meilleures conditions. Un réseau, c'est aussi un ensemble d'ordinateurs et de périphériques connectés les uns aux autres. C'est aussi une façon de définir le réseau. Et deux ordinateurs connectés déjà peuvent être considérés comme étant un réseau parce qu'ils échangent de l'information, parce qu'ils sont considérés comme étant des objets, deux objets, un ordinateur, deux ordinateurs, qui sont des objets, et ils échangent de l'information. Alors, la mise en réseau, puisqu'on parle de réseau, il y a différentes notions qui sortent de là. Quand on parle de mise en réseau, cela est un terme qu'on rencontre dans le monde professionnel qui va concerner la mise en relation de différentes personnes, mais non pas seulement des équipements. Par exemple, si on va à des séminaires, des ateliers, des congrès, il y a un moment où on dit le networking, le réseautage en d'autres termes. Les gens aiment bien ces termes anglo-saxons.
qui ont une autre connotation, pas que des ordinateurs, quoi. Donc, ça, c'est un peu quelque chose ici de technique, le networking, qui est la mise en réseau, donc des outils pour que les tâches reliées des ordinateurs à une autre puissent être partagées considérant les ressources. Ces ressources peuvent être, par exemple, des imprimantes, ces ressources peuvent être aussi des vidéoprojecteurs en réseau ou une voix ou une caméra, n'importe quoi. Donc, ça dépend de la ressource que nous souhaitons partager. Donc, le fait de brancher tout cela dans un réseau pour que l'information puisse circuler est appelé du networking. Alors, quel peut être donc le but ou les buts d'un réseau? Quand on met en place un réseau, c'est quoi le but? Est-ce que ça a un intérêt finalement, le fait de faire ça? Oui, ça a un intérêt. Le premier intérêt d'un réseau, c'est le partage des ressources. Et ces ressources peuvent considérer les fichiers, par exemple les cours que nous partageons. J'aurais pu mettre ça sur un réseau, par exemple, si on était à l'université et que l'université nous donnait accès à un réseau où tous les acteurs, c'est-à-dire enseignants, apprenants, ont accès. On peut facilement partager ces fichiers-là de façon que ça puisse être accessible le plus rapidement possible. Ça peut aussi concerner le partage des applications. Par exemple, on peut mettre des logiciels en ligne qui peuvent être utilisés par différentes personnes au lieu qu'on installe ces logiciels-là sur chaque ordinateur. Là aussi, c'est un intérêt. Le matériel, j'ai pris un exemple tantôt, une imprimante qui peut être partagée en réseau. Donc, au lieu d'acheter une imprimante pour tous les bureaux, on préfère acheter une bonne imprimante où tout le monde va pouvoir imprimer depuis son bureau, donc en réseau. Ça paraît quelque chose d'économique, en tout cas d'un point de vue acquisition d'équipement, mais peut-être un peu gourmand d'un point de vue consommation des consommables en termes de papier, en termes d'encre peut-être. Mais dans tous les cas, on fait la part des choses et on centralise ou on mutualise les ressources. Réseau informatique, pourquoi encore? Pour la communication entre les personnes. On a parlé de courriel tantôt. On a aussi cité le cas des discussions en direct, donc des IRC, donc le fait d'échanger rapidement. On peut bien le faire aussi dans un réseau fermé. On n'a pas souvent besoin d'Internet forcément. Mais dans un réseau, on peut bien mettre des applications ou d'un bureau A à un bureau B. On puisse échanger en faisant des petits chats, des petites discussions, soit avec le texte ou du multimédia. C'est des choses qui existent. Et ça me fait penser à un exemple vivant qu'on appelle les, les voies sur IP, qu'on appelle les voies IP, qui permettent par exemple l'utilisation des interphones basées sur une infrastructure de réseau informatique et non pas sur un réseau téléphonique. C'est une illustration assez conséquente du réseau. Quel intérêt peut-on en avoir aussi? C'est la communication entre les processus. Alors, dans un réseau, il y a différentes choses qui se passent en tâches, en arrière-plan que nous, utilisateurs, nous ne voyons pas forcément. Et pour donc diligenter ces choses-là, on peut peut-être partager, par exemple, des antivirus en réseau. Au lieu d'acheter Kaspersky pour chaque ordinateur, un administrateur réseau va dire, voilà, pour tout mon réseau où il y a 20 ordinateurs, je vais acheter un antivirus orienté réseau qui va donc permettre de faire la mise à jour de toutes les machines qui sont dans mon réseau, et cela sans que l'utilisateur même ne se rende compte. Donc, on va automatiser les processus, et cela grâce au réseau informatique. Ça permet aussi de garantir l'unicité de l'information, comme par exemple une base de données. Admettons que la faculté de médecine, enfin votre 2S plutôt, en un bas échelle, a une base de données dans laquelle nous allons enregistrer tous les apprenants. Vous êtes inscrit, vous avez votre parcours dedans, et donc si par exemple, chaque encadreur ou chaque responsable de votre 2S, à un moment donné, veut avoir accès à une information auquel il a droit, eh bien, il va consulter directement cette base de données. Donc, c'est de l'information centralisée, on ne va pas chercher à gauche et à droite. Donc, du coup, ça nous permettra donc d'aller plus rapidement, avoir une information unifiée, non pas disparate, parce qu'une information qui passe par différents relais a beaucoup de chances d'être altérée dans le temps et dans le processus. Alors que là, si c'est centralisé, chacun va prendre la même information. Elle ne change pas, en fait. L'intégrité est gardée. Donc, c'est ce qui fait un peu la garantie de l'unicité. Mais aussi pour les gamers, un réseau peut être utilisé aussi pour jouer aux jeux vidéo à différentes personnes, des jeux en réseau. C'est bien possible. Alors, les réseaux vont permettre aussi de standardiser, bien entendu, OK.
Donc, les réseaux vont permettre aussi de standardiser, comme je le disais tantôt, des applications, hein. Dans cette standardisation, on parle souvent de groupware ou d'applications de travail collaboratif qui peuvent être, par exemple, des agendas partagés, qui peut être des fichiers partagés, qui peut être la gestion des projets intégrés dans certaines applications où chaque acteur ou chaque utilisateur peut avoir un regard sur l'un ou l'autre, de telle sorte qu'une activité peut être menée à bien de façon collégiale. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible grâce au réseau. Et les avantages d'un groupeur peut être, par exemple, la diminution des coûts par le partage des données et des téléphériques. Comme je le disais tantôt, si je dois acheter 10 imprimantes pour 10 bureaux, je peux peut-être en acheter juste 2 pour que 5, on se partage l'imprimante. C'est plutôt économique de mettre tout l'argent dans cela, alors que je peux réorienter mes ressources. Mais aussi en termes de temps, le temps qu'il faut pour maintenir tout ce parc informatique avec des équipements ou des téléphériques ou d'autres ressources, ou alors tout l'argent qui serait mis, par exemple, pour faire ça, alors qu'on peut avoir le même résultat en mutualisant les ressources. Donc, j'aurais gagné en argent et en même temps en temps. Et mieux, en fait, ça permet de rendre encore plus efficace l'organisation du travail. Ça permet de rendre plus efficace la communication du moment où on peut facilement échanger des informations, savoir qui est en train de faire quoi à quel moment et être proactif. Donc, un réseau a beaucoup d'intérêts. En fait. On ne pourra citer que ces quelques intérêts. Alors, quelles sont donc les topologies d'un réseau informatique? On entend par topologie d'un réseau la représentation qu'on fait de ce réseau-là. C'est comme si on bascule du coup en 3 dimensions, on regarde à quoi ressemble un réseau de façon physique. On parle aussi de topologie physique par la même occasion. Donc, c'est une vue d'en hauteur, en fait. Et on a principalement 5 topologies quand on parle de réseaux informatiques. Il s'agit de la topologie en bus, en étoile, en anneau, en arbre et en topologie maillée. Les 2 dernières topologies sont les topologies rarement utilisées, dont je n'aborde pas dans ce cours-là, parce qu'elles sont rarement utilisées. Par contre, je vais faire un focus sur les 3 premières topologies. À commencer par la topologie en bus. La topologie en bus, c'est l'organisation la plus basique en fait, du réseau. C'est assez simple de mettre en œuvre. On met les ordinateurs dans le même canal qu'on appelle bus. En fait, c'est la ligne physique sur laquelle tous les ordinateurs sont branchés directement là-dessus. Ça a l'avantage d'être facilement mis en œuvre, mais ça a un grand inconvénient, une grande vulnérabilité en fait. Si une de ces connexions échouait, c'est tout le réseau qui prend le coup, qui a des problèmes. Donc ça, c'est une topologie qui n'est pas conseillée, qui est assez élémentaire. Ensuite, nous avons la topologie en étoile, ou la topologie de réseau en étoile, qui se veut un peu plus organisée que la précédente topologie. Donc, topologie en étoile sous-entend que les ordinateurs sont reliés à un matériel cette fois-ci, au lieu que ce soit dans le bus. Ce matériel qui est appelé un concentrateur, qu'on appelle aussi un hub. C'est un peu similaire à une sorte de multiprise, en fait, qui va donc permettre aux ordinateurs d'échanger de l'information. Mais bien entendu, ce hub est considéré aussi comme étant le point névralgique du réseau. Ça sous-entend que si ce concentrateur arrive à avoir un problème, eh bien, il y a des chances que le réseau, en fait, une des tranches du réseau, ait aussi des problèmes, qu'il y ait donc problème de communication. Mais c'est une topologie quand même qui est moins vulnérable que la précédente. Hein. C'est moins vulnérable que la précédente parce qu'ici, on peut facilement débrancher un ordinateur sans souci. Tandis que si on le fait dans l'autre, on risque d'avoir des problèmes. Donc, ça, c'est un peu l'avantage de la topologie du réseau en étoile versus la topologie du réseau en bus. Et après, la topologie du réseau en anneau, plutôt, c'est une topologie où on va utiliser un équipement qui va s'appeler Multistation Access Unit ou le MAU, qui va donc permettre ou servir d'interprète en fait au réseau. C'est-à-dire qu'il va donner la chance à un ordinateur d'échanger de l'information à tour de rôle. Il va donner à l'ordinateur A, puis à l'ordinateur B, puis à l'ordinateur C. De telle sorte qu'il n'y a pas un conflit dans l'échange d'informations et il n'y a pas une sorte d'interaction nuisible. Donc ça, c'est la différence entre le hub et le MAU. Le hub, c'est comme une sorte de multiprise, le courant passe partout et on peut avoir une panne, bien sûr, sur un segment, mais le reste du segment est épargné, heureusement. Le MAU fait presque la même chose, sauf que là, l'équipement du MAU va contrôler
le temps de parole de chaque ordinateur. Par exemple, il a donné la ressource à l'ordinateur A, il va laisser l'ordinateur B se reposer, puis après, il va donner la ressource à l'ordinateur B pendant que l'ordinateur C se repose, ainsi de suite. Donc, il fait en sorte pour que tous les ordinateurs puissent échanger l'information de façon ordonnée. Alors, après les topologies, l'architecture, ces deux concepts sont différents. Lorsque la topologie est la représentation spatiale du réseau, alors l'architecture, quant à lui, c'est une sorte c'est un peu axé sur le mode de fonctionnement, en fait. Comment est-ce que le réseau va fonctionner? Et là, on a deux types d'architecture en réseau. On a l'architecture qu'on appelle le peer-to-peer, qui est synonyme à l'architecture égal à égal, où les composants, voire les deux composants du réseau, vont pouvoir échanger au même niveau hiérarchique. C'est-à-dire qu'ils sont d'égal à égal. C'est-à-dire qu'ils vont jouer le même rôle. Ils sont tous les deux des serveurs, ou alors ils sont tous les deux des ordinateurs clients. Pardon. Donc, même rôle. La problématique avec le peer-to-peer, c'est que il y a finalement pas, on ne sait pas qui est le maître, qui est l'ordinateur maître dans le réseau, en fait, qui joue le rôle de meneur de jeu. On ne le sait pas parce qu'ils jouent le même rôle. Tant l'ordinateur A peut envoyer l'information, l'ordinateur A peut recevoir l'information. Donc, du coup, ça, c'est une architecture vraiment d'égal à égal. À côté de cela, il y a l'architecture de type client-serveur qui est une architecture très intéressante et qui est mise en œuvre, qui est l'architecture soutenue en fait en informatique. On voit rarement le peer-to-peer, mais beaucoup plus l'architecture client-serveur, qui se veut une architecture dans laquelle on a un ordinateur qui va jouer le rôle de maître, donc le rôle de serveur, qui va donc se charger de donner les services aux autres ordinateurs qui sont appelés les ordinateurs clients. Ces ordinateurs clients peuvent bénéficier des services de mise à jour, des services de partage d'informations, des services de sécurité, des services de gestion des périphériques, entre autres, ou même d'accès à certaines applications. On va donc comprendre que si c'est le serveur qui joue ce rôle-là, c'est le serveur qui est donc considéré comme étant le point névralgique du réseau. Parce que s'il n'y a pas le serveur, c'est comme si on coupait la tête du serpent. Du coup, plus rien n'est possible, plus aucune interaction ou communication ne sera possible parce que tout le monde s'approvisionne auprès du serveur. Et s'il n'y a pas le serveur, eh ben, on ne pourra pas travailler. Les clients ne pourront pas avoir de répondant en d'autres termes. Pourquoi c'est important de mettre l'accent sur l'architecture du client-serveur? Parce que dans vos lieux de travail, si vous êtes amené à utiliser un logiciel informatisé pour gérer vos dossiers médicaux, eh ben, la majeure partie du cas, ces dossiers sont gérés par un logiciel. Et le logiciel, lui, il est hébergé sur un serveur. Ça veut dire que tous les autres ordinateurs de l'hôpital ou du CSCOM ou du CCRF sont dans un réseau et sont appelés des clients. Donc, si le serveur ne marche pas, ça veut dire que vous n'avez pas accès à votre dossier médical électronique. Donc, c'est un peu l'enjeu, c'est l'intérêt de comprendre cette notion-là, en fait. Mais ça a beaucoup d'intérêt parce que quand on fait de la maintenance, c'est vraiment soutenu. On ne fait la maintenance que sur le serveur et toutes les autres machines vont bénéficier des mises à jour ou des correctifs que le serveur a bénéficié. Donc, ça permet d'être très efficace, ça permet aussi de renforcer la sécurité et ça permet bien sûr la centralité et le partage de l'information surtout. Eh bien, je pense que je vais un peu anticiper sur les inconvénients de deux types de réseaux. Peut-être juste rappeler que les réseaux peer-to-peer, ils sont adaptés à des petits nombres d'utilisateurs. Hein. Plus de 10 utilisateurs, ça ne va pas marcher. Et ça sous-entend que ces ordinateurs sont proches d'un point de vue géographique. Donc, ça, c'est un peu les limites ou bien les conditions d'utilisation des réseaux peer-to-peer. Tandis que le réseau client-serveur, on suppose que s'il y a un plus grand nombre de clients qui puissent se connecter à cet ordinateur-là, c'est vrai quand même que ça nécessite un coût de mise en œuvre et de la technicité, mais bien sûr, ça c'est un pari où c'est le prix à payer. De même, on dit que le serveur, c'est lui qui est la tête du serpent. Si on coupe la tête, effectivement, il n'y a plus de communication entre les clients et lui. Mais ça a énormément d'avantages, ce qui fait qu'aujourd'hui, ça reste la tendance, ça reste la norme, si je veux me permettre en termes d'architecture, ça reste la norme pour ces motifs de centralisation de données, pour ces motifs de sécurité, pour sa facilité d'administration, pour son grand atout en termes d'évolution, parce qu'on peut ajouter différents services au fil du temps.
et cela au bénéfice de tous les clients qui sont connectés dans ce réseau-là, au lieu de faire ce travail-là séparément sur chaque ordinateur. Ce qui serait vraiment quelque chose de très lourd en temps, mais aussi en coût financier. Pour arriver aux familles des réseaux, on en distingue quelques types, en fait, selon leur taille. La taille d'un réseau synonyme du nombre d'équipements ou le nombre d'actifs réseau que cela peut contenir en termes de nombre d'ordinateurs, par exemple, mais aussi la vitesse de transfert des données dans ce réseau-là et leur étendue sont prises en compte pour nous amener à faire la catégorisation ou la typologie de ces différents types de réseaux ou de familles de réseaux. On va commencer par parler des réseaux personnels, abrégé en anglais par le PAN, du Personal Area Network. Juste après ça, on a les réseaux locaux qui sont les plus rencontrés et les plus utilisés, Local Area Network, donc des réseaux locaux qui sont un ensemble d'ordinateurs d'une même organisation, d'une même ONG, entreprise, etc., qui sont reliés entre eux dans une petite zone géographique. Par un réseau, ce réseau peut être câblé ou alors un réseau wireless. Par exemple, si nous prenons l'Asacoba, on met un réseau là-bas, on va parler du réseau local de l'Asacoba parce que les ordinateurs de l'Asacoba seraient reliés entre eux via des câbles réseau ou du Wi-Fi. Mais ils seront dans le même réseau, donc ils sont limités dans la zone géographique. Alors, imaginons qu'on puisse mettre donc un réseau Asacoba avec l'Asaco de Konobugu, par exemple, et de Sege. Donc, ces trois Asaco aussi ont réussi à les mettre dans le même réseau. Là, on pourrait parler, par exemple, d'un réseau métropolitain ou Metropolitan Area Network qui va donc interconnecter plusieurs réseaux locaux qui sont géographiquement proches. Bon, dans mon cas, je sais que ces trois établissements sont vraiment loin. C'est Bamako, Konobugu et Sege. Je ne sais pas où se trouve Sege, c'est peut-être dans le pays de Gon. Mais géographiquement, j'imagine que c'est très loin. Donc, ça ne va pas répondre exactement à la définition d'un MAN ici, mais c'est pour que vous puissiez comprendre que si nous interconnectons des réseaux locaux géographiquement proches, on va obtenir un réseau métropolitain. Alors, le réseau étendu, là, le Wide Area Network, il va interconnecter plusieurs réseaux locaux, mais sur une très grande distance géographique. Admettons qu'on puisse connecter tous les CSCOM de Bamako au CSCOM de Kati et au CSCOM en tout cas, d'un endroit proche de Bamako, quoi. Mais vraiment étendu. Donc, vous imaginez un peu l'étendue de ces réseaux-là qui devient de plus en plus grand. Mais figurez-vous bien, plus le réseau est grand, plus on a besoin d'une vitesse de transmission assez élevée. Ça veut dire qu'il faut qu'on utilise peut-être la fibre optique de la GETIC, donc du département du gouvernement, pour qu'on puisse avoir un débit conséquent afin de travailler comme si on serait que dans un réseau local à Asacoba. Sans quoi, mettre en place des réseaux étendus ne seront pas efficients parce que si la vitesse de transmission n'est pas suffisante, eh bien, on ne peut pas travailler correctement. C'est ça le problème. Un exemple illustre cela, dans les pays développés, vous comprenez que, par exemple, au niveau de la police, les données sont centralisées et les stations de police sont connectées à leur même base de données. Donc, si on fait un délit dans la commune A et on se fait arrêter dans la commune B, on peut retrouver dans la base de données facilement qui on est, d'où est-ce qu'on vient, etc. Mais pour cela, il doit pouvoir accéder rapidement aux données partagées sur le réseau, même si c'est étendu. Donc, nous, si on imagine travailler comme ça veut dire que nos différents CSCOM ou nos différents établissements de santé de façon générale doivent partager de l'information en temps réel et doivent suffisamment communiquer à une très grande vitesse. Aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas la réponse à ça. Donc, il faut que nous trouvions d'autres alternatives pour pallier à ce problème-là. Donc, les réseaux étendus, pour nous aujourd'hui, ce n'est pas gagné, même s'il y a du travail dans ce sens-là. Et une dernière famille de réseaux, les réseaux locaux virtuels, qu'on appelle les VLAN, c'est le regroupement d'un ensemble d'ordinateurs de façon logique et pas physique. Par exemple, au 2S de médecine de famille, on va dire, voilà, nous, on a des sujets sur la santé publique, on va faire des recherches sur la santé publique, donc l'informaticien va mettre en réseau les personnes qui sont intéressées par des thématiques de la santé publique, donc il va créer un petit réseau virtuel entre eux où ils pourront échanger les informations en lien avec leur thématique, mais c'est vraiment virtuel, ce n'est pas physique. Hein. Physiquement, ils sont dans la même enceinte, même immeuble et tout le reste, mais ils partagent en plus de cela
un petit espace à eux où ils peuvent partager des informations dédiées à eux. Donc, ça, c'est la petite nuance entre un réseau virtuel et un réseau local physique, dans le vrai sens du terme. Et je profite pour parler aussi d'un aspect qu'on appelle les VPN, Virtual Private Network. Il y a aussi un canal sécurisé qui est assez utilisé lorsqu'on veut joindre deux points. C'est-à-dire, si je suis à Bamako et que je veux travailler sur le CSCOM de Konobougou, sur le logiciel, je peux le faire, mais il faudrait que j'utilise une connexion sécurisée dans ce VPN dont je parle notamment, qui va donc me permettre de creuser un canal sécurisé bout à bout, de Bamako jusqu'à Konobougou, avec presque zéro chance de me faire voler une information en cours de chemin pour travailler comme si j'étais à Konobougou. Donc, ça, c'est souvent une utilisation qu'on fait aussi dans les réseaux. Alors, les réseaux informatiques, ils sont classés en fonction de leur topologie, comme on l'a vu tantôt, topologie en bus, en étoile, en anneau, etc. Mais aussi, ils peuvent être classés par rapport à leur fonctionnement, là où on parle d'architecture, mais aussi on peut les classer en fonction de leur taille, donc les différentes tailles, réseau personnel, réseau local ou réseau étendu. Et chaque classification a nettement ses avantages et aussi ses critères de mise en œuvre. En fait, les choix sont faits sciemment en fonction de ce qu'on va faire. Et par-dessus tout, les réseaux informatiques d'architecture client-serveur avec un réseau LAN comme topologie physique et en étoile sont les plus fréquemment rencontrés sur le marché et dans l'utilisation. Donc, pour répondre clairement, si on dit oui, mais parmi tous ceci, quels sont les réseaux qu'on utilise vraiment? Donc, ce qu'on utilise vraiment, c'est l'architecture client-serveur, c'est le réseau local avec une topologie en étoile qui sont les plus utilisés. Bien sûr, d'autres peuvent être utilisés, mais ces-ci-là sont les plus répandus, en fait. Donc, je vous remercie encore une fois pour votre attention. Si vous avez des questions, on va les prendre avant de terminer la séance d'aujourd'hui sur ces deux cours-là. Merci beaucoup. Vous levez la main si vous voulez parler. D'accord. Docteur Konaté et collaborateur, je vous donne la parole. Activez votre microphone puis parlez. Encore une fois de plus, merci à Dr Savadogo pour la présentation. Encore, je reprends, nous sommes au nombre de 3. Il y a Dr Konaté, qui est notre encadreur. Il y a Dr Berti, Rissa également, DS4, et moi-même, Dr Djabi Abbas, DS3. Et ma question par rapport à cette deuxième présentation porte sur la toute dernière partie que vous avez touchée, même si ce n'est pas dans la présentation qui est la VPN. Et moi, j'aimerais savoir, actuellement, nous sommes en train d'utiliser de temps à autre les différents types de VPN. Et en Inde, je voudrais savoir quels sont les avantages et les inconvénients d'utilisation des VPN ou à travers nos smartphones. Et deuxièmement, également, souvent on a tendance à entendre que ces VPN également offrent des connexions gratuites aux utilisateurs. Qu'en pense Dr Savadogo par rapport à ces informations? Merci. Je vous remercie beaucoup, Dr Djabi, pour votre question. Par la même occasion, nos salutations au Dr Konaté et Berthe. C'est une bonne question. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients de l'utilisation des VPN sur les smartphones? Je vais peut-être donner la réponse de façon globale, que ce soit sur smartphone ou bien sur PC. Ce sont les mêmes réponses que je pourrais donner. Je ne vois pas en fait d'inconvénients, hein, plutôt des contraintes. L'avantage, c'est pourquoi? L'avantage est que on va
faire une utilisation sécurisée de l'outil que nous allons faire ou du service que nous allons rendre ou bénéficier. Par exemple, comme j'ai illustré un exemple, si moi je vais me connecter, ce que je fais d'ailleurs très souvent dans le cadre de mon travail, je peux intervenir sur les différents CSRF partenaires, résoudre des problèmes ou donner des situations étant chez moi. Je le fais grâce au VPN, qui est donc une solution qui permet de crypter une connexion d'un point A à un point B. Et le cryptage de ces connexions va nécessiter qu'on ait un serveur VPN aussi, c'est-à-dire un serveur auprès duquel les deux clés, en fait, moi, je peux avoir une clé cliente qui me dit qui moi je suis. Et cette clé doit être décryptée aux côtés du serveur qui doit m'identifier. Donc, si je n'ai pas cette clé-là, la personne ne pourra pas donc utiliser le VPN. Donc, on ne va pas le reconnaître, l'accès lui sera refusé. Donc, du coup, utiliser le VPN, l'avantage, c'est d'utiliser une connexion sécurisée pour le service ou l'activité que vous allez faire. C'est déjà quelque chose de bien. Alors, je ne vais pas inconvenir en contraintes. Les contraintes, c'est qu'il faut bénéficier d'une bonne connexion Internet pour que tu puisses bien travailler avec ton VPN. Si on n'a pas un bon débit Internet, on va lentement utiliser, c'est assez ennuyeux et au finish, vous avez même du mal à faire votre travail. Ça, c'est les contraintes. Une autre contrainte, c'est qu'il faudrait que votre équipement supporte le VPN. Les smartphones récents déjà le supportent et les ordinateurs, bien entendu, aussi supportent bien. Donc, il faut donc installer plutôt un logiciel VPN qui prend en charge votre certificat et qui donc permet de vous ouvrir les accès sécurisés pour faire votre travail. Donc, ça, c'est plutôt des conditions minimum à avoir pour pouvoir utiliser un VPN, mais je ne vois vraiment pas d'inconvénient en tant que tel pour un VPN. Donc, pour moi, le VPN, c'est une solution clé en main pour que je puisse travailler à distance et cela de façon sécuritaire. Alors, est-ce que ça permet de donner la connexion gratuitement ou pas, plus souvent sur les smartphones? Je ne crois pas, mais plutôt, ça te permet d'accéder à des sites ou des services pour lesquels ton territoire serait bloqué d'accès. Par exemple, on peut dire que oui, les Maliens n'ont pas droit à accéder à une page de l'Allemagne ou un service allemand. Pourquoi? Parce que chaque équipement qui est connecté sur Internet a une adresse IP. Et l'adresse IP de chaque équipement est liée à une adresse IP publique. Cette adresse IP publique est gérée par le fournisseur d'accès à Internet. On sait que chaque pays a une plage d'adresses IP. Donc, grâce à l'adresse IP, on peut savoir que telle personne-là ou tel visiteur-là vient du Mali. Donc, du coup, les protocoles de sécurité vont bloquer votre accès à ce site web ou à ce service-là. Maintenant, en utilisant un VPN va contourner l'adresse IP parce que ce n'est pas la même plage d'adresse IP que les VPN vont utiliser. Les VPN vont utiliser des plages qui ne sont pas même des plages définies par les pays. Il va utiliser d'autres plages qui sont difficilement détectables parce que ça peut venir de partout dans le monde. Donc, du coup, ça vous ouvre des portes où vous ne devez normalement pas entrer. Et c'est dans ce sens-là où je peux dire que oui, ça peut vous permettre d'accéder à des contenus pour lesquels, normalement, vous êtes bloqué. Rappelez-vous, pendant les couvre-feux ou les manifestations, les gens n'avaient pas accès aux réseaux sociaux et il y a beaucoup de gens qui ont recouru à des solutions comme ça, des VPN, des connexions de sécurité pour en fait dérouter leur adresse IP pour le faire passer pour quelqu'un d'autre afin d'avoir accès à ces services-là. Donc, c'est ce que je peux vous donner comme réponse, mais donner Internet, je ne pense pas. Merci pour votre question. Je ne sais pas si ça vous satisfait. Vous avez la parole, Dr. Bert. Merci, docteur. Ça va, docteur. Okay. Bon. Merci, formidable. Alors, donc, comme il n'y a pas d'autres mains levées, je vous souhaite un bon courage. Je vais après vous envoyer les liens pour les cours d'aujourd'hui. Mais est-ce que Dr. Kassoum serait là aujourd'hui ou si quelqu'un le connaît? Je regarde dans la liste. Kassoum. Non. Docteur Terminé, est-ce que vous avez la nouvelle de Dr. Kassoum? Oui, je suis là, cher maître.
Ah oui, oui, c'est... Oh, Barry, oui, oui. J'ai reçu votre prénom et votre nom de famille. OK. Donc, docteur Barry, je vous inviterai à regarder vos spams si vous n'avez pas reçu mes messages. Est-ce que vous l'avez fait? Oui. Non, je ne l'ai pas fait, mais en fait, j'ai fait une fausse manœuvre. J'avais reçu les documents. Oui. Mais sans télécharger, j'ai essayé d'archiver. OK. Ah oui. Donc maintenant, quand j'ai voulu faire ressortir, je n'ai pas pu retrouver le document. OK. Oh, oui. D'accord. OK, super. Ben, il faut juste décharger, vous allez le retrouver. D'accord. Donc, merci à tous et je pense qu'on a un dernier cours après-demain. Ce cours va mettre fin au premier séminaire qui porte sur l'informatique au quotidien et puis après, vous aurez le devoir qui va résumer tous les cours qu'on a eus. Et la semaine prochaine, je pense que le second séminaire va commencer avec le docteur Konati Abdoulaye. Mais dans tous les cas, on vous écrira. Donc, bon après-midi et à après-demain, Inch'Allah. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.